Bonjour tout le monde, bienvenue à ma conférence sur l'introduction à Burp Suite. Donc, aujourd'hui, petite introduction sur le fonctionnement de l'outil et méthodologie pour voir comment faire du pentest au niveau web. C'est très 101, mais si vous avez des questions, encore une fois, gênez-vous pas pour les poser dans le YouTube. Donc, rapidement comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du hacking depuis peut-être plus ou moins 20 ans. Je suis présentement Security Offensive Manager à LogMeIn, cofondateur du Hackfest, et vous avez mes informations ici pour Twitter et autres. Donc, avant de débuter, des petites shameless plugs pour ceux qui ne seraient pas au courant de tout ce qu'on fait au Hackfest. On a notre podcast sur sécurité.fm qui parle de nouvelles et d'opinions du Québec jusqu'à l'Europe. On a mis en place un nouveau service d'emploi en sécurité informatique sur infosecjobs.ca. Si vous cherchez des emplois, il y en a présentement 2 d'affichés. Et si vous voulez afficher des emplois, simplement nous écrire. On cherche toujours des bénévoles au Hackfest. Et évidemment, là, notre Discord de disponible pour la communauté. Je pense qu'on est rendu à plus ou moins 1300 personnes. Donc, si ça vous intéresse, je n'arrive pas. Donc, parlons hacking aujourd'hui. C'est mon GIF favori, évidemment. Je vais juste ajuster une slide ici. OK. Donc, présentement, pour Burp Suite, si vous voulez suivre les démos et le tout, bien évidemment, allez télécharger le tout sur Portswinger. J'ai pris la version communauté pour que tout le monde puisse suivre avec le tout en format gratuit. Et évidemment, je vais montrer quelques différences là, ou expliquer plutôt les différences de la version pro. Mais allons-y comme ça. Donc, mini-introduction. Évidemment, tout ce qui est montré ici, s'il vous plaît, le faire sur les sites web autorisés. Et à la fin, aussi, j'aurai un petit CTF. Ce n'est pas vraiment avec des points et tout, mais vous pourrez tester, dans le fond, les features que je vais montrer dans Burp directement là, sur un petit site web. Donc, avant de commencer, c'est important de discuter de OWASP Top 10 pour voir le type de bug qu'il y a présentement sur le web. Et j'ai fait en fait le top 5 des 5 derniers OWASP Top 10 et vous voyez la tangente des problèmes qui sont principalement de l'injection. Quand on parle d'injection SQL, système, XML et autres, la seule différence, c'est que cette année, le XML XXI a été mis au niveau 4. Quand je dis cette année, c'est le dernier top 10 en 2017. Et sinon, tout ce qui est Broken Authentication, Session Management, pour faire l'autorisation de l'utilisateur A peut voir ou accéder à des features de l'utilisateur B ou l'utilisateur A peut accéder à des features de l'admin. Donc, vraiment, là, du vertical et horizontal privilege escalation. Pourquoi utiliser Burp? Parce que c'est simple et il y a une tonne de features qui fonctionnent avec. C'est orienté pour faire du pentest. Je veux dire, si vous faites un emploi en pentest applicatif au niveau web ou autre, mon précédent emploi, c'était ça. Et 99% de mon temps, si ce n'était pas dans un rapport, c'était dans Burp Suite. Donc, c'est vraiment orienté pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des extensions en Python et en Java que vous pouvez faire ou utiliser ceux qui ont déjà été faits. Personnellement, je l'aime mieux que Zap et WebScarab et autres. Pas qu'ils sont moins bons, c'est plus la manière de fonctionner qui est comme ça. Mais en même temps, je veux dire, Burp n'est pas super. HTML5, le mauvais JavaScript, le support, les WebSockets et autres choses font que ce n'est pas super avec les derniers
dernier type d'application, plus WebSocket et messages, etc., en HTML5. Donc, j'ai bien hâte de voir le prochain logiciel qui va être mieux que cela. Sinon, ben, le tout, comme je dis, c'est vraiment fait pour faire de intrusion testing, faire de l'attaque, mais c'est aussi valide pour débugger des web applications. Fait que pour vos développeurs en entreprise, c'est toujours très utile. Voir et intercepter le trafic HTTPS, HTTP pour faire du man-in-the-middle, mais pas juste web. Vous pouvez intercepter des choses sur n'importe quelle part. Je ne dis pas que ça va toujours bien fonctionner, mais c'est quand même intéressant. Évidemment, faire de l'analyse ou du forensic en temps réel. Comme je dis, ben, c'est fait pour intercepter des requêtes en mode man-in-the-middle. Donc, votre browser va passer via Burp avant d'aller sur le site web et la réponse va venir du site web vers Burp et ensuite vers votre browser. Donc, ça permet de créer des nouvelles requêtes, des modifier, etc. Mais surtout, ça permet d'interagir directement dans Burp et non pas de toujours retourner dans le browser pour faire vos tests. En plus, ben, il y a tout ce qui est automation, le scripting, etc., qui permet là, de rendre les choses très intéressantes et plus rapides là, pour détecter et trouver des choses de manière automatique. Et encore une fois, si vous avez des questions, je n'hésitez pas à les écrire dans YouTube. Donc, voyons toutes les features. Et ensuite, je vais avoir une petite méthodologie suivie, comme je disais, là, de tester le tout live sur Internet. En termes des configurations, quand vous allez aller dans votre Firefox, puis je recommande d'utiliser Firefox simplement parce que la configuration du proxy est indépendante de celle de votre système, donc ça n'ira pas intercepter toutes les requêtes system-wide de votre macOS, Linux ou Windows, comme pourrait le faire Chrome. Donc, Firefox est très intéressant pour ça. Aussi, si vous allez dans http://burp, vous allez avoir accès au certificat de Burp que vous pouvez installer dans les certificats de votre Firefox pour que le certificat de Burp soit trusté et non pas que vous donne des erreurs HTTPS tout le temps. On pourra revoir le tout un peu plus tard. En gros, dans les fonctionnalités, on va parler de l'interception des requêtes ou de voir les WebSockets. On peut, comme je disais, c'est très relié là, au pentest. Donc, on peut mettre des items, des sites web et autres dans le scope pour ne pas effectuer d'attaques ou de requêtes vers des sites web qui ne seraient pas permis là, de tester de votre côté. Ensuite, on a un scanner. Intruder, qui est la méthode de faire du fuzzing. Le repeater, c'est du fuzzing manuel. Un séquenceur pour trouver des informations sur les sessions, ID et autres. Décodeur, qui est un petit outil plus ou moins cheap, on va en voir un meilleur. Comparer, qui est un diff. Et Extender, qui sont les plugins qu'on peut aller ajouter. Donc, quand on regarde la nouvelle version, puis ça, c'est la version techniquement de cette semaine. J'ai fait les screenshots très récemment. Donc, quand on va dans le menu Proxy, vous pouvez aller voir dans Options, vous allez voir Localhost par 8080. Donc, votre proxy sur Burp doit être au niveau 8080. Mais en même temps, vous avez l'onglet Intercept, HTTP History, puis le WebSocket History. Dans Intercept, vous avez le bouton Intercept is on. Et si vous cliquez dessus, ça va dire is off. C'est vraiment un flip switch qui fait on and off. Quand vous faites une requête dans votre browser, puis c'est à on, vous allez voir la requête apparaître. Vous pouvez la modifier ou l'envoyer, comme on va voir plus tard, là, vers d'autres modules. Et si vous enlevez le intercept de on vers off, les requêtes vont continuer de s'envoyer et tous ceux qui sont dans le backlog. Vous pouvez aussi dropper des requêtes, intercepter des requêtes de réponse pour modifier le comportement souvent là, des applications JavaScript ou autres. Donc,
Ensuite, dans le Target, InScope et Sitemap, ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie, comme je disais, du scope. Donc, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'aller voir le site web que vous voulez tester, puis je vais vous montrer plus tard, mais il y a moyen de l'ajouter dans le scope, et ça va être seulement ce site web-là que toutes nos requêtes, nos scans, etc., vont se faire vers ce site-là et va être logué aussi là, pour analyse future, pour ne pas avoir trop de bruit dans nos tests. Dans le sitemap, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est vu par Burp va être listé dans le sitemap, que ce soit les CDN, les Facebook et autres reliés au site web. Et dans votre site en scope, tout ce qui est l'arborescence du site web au complet. Donc, les répertoires, les fichiers, etc. vont être listés là. Et à partir de là, on est capable aussi, encore une fois, d'aller analyser plus loin, de lancer des scans, etc. Ça, c'est le sitemap qu'on voit ici. Il est vide, mais on verrait à gauche là, la liste des sites et à droite les requêtes qui ont été faites. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans la nouvelle version de Burp, parce qu'avant, là, on est rendu dans la version 2. quelque chose, mais dans la première version, il y avait le concept de scanner qui n'existe plus dans les versions actuelles. Le scanner est rendu dans le dashboard et en dessous de la flèche, vous voyez New Scan ou New Live Task. Ces deux boutons-là nous permettent de faire de l'exécution de scan. Dans la version Pro, le New Scan est disponible. Là, vous voyez qu'il est comme grisé. Et dans la version communauté, on a en orange le New Live Task qui permet de faire du spidering, donc de dire dans tel répertoire, aller faire un spider d'un nombre spécifique là, de sous-branches, donc de dire in-def de 3 ou autres. Et à partir de là, on peut trouver des nouveaux répertoires, des nouveaux fichiers dans des sous-répertoires et autres. Donc, ça fait notre découverte, là, un scan de découverte de site web. Et évidemment, quand vous pesez sur New Live Task, là, il y a des tonnes et des tonnes d'options qui permettent d'aller plus loin. Ensuite, on va parler de l'intruder. Ça, c'est principalement le module pourquoi que Burp est très utilisé, qui permet de faire du fuzzing. On va voir les versions en détail là, du fuzzing parce que là, vous voyez Attack Type, il y a Sniper, Battery RAM et autres. On va les voir en détail plus loin. Ensuite, on a le Repeater qui permet de faire des requêtes vers le site web sans utiliser le browser et pour faire du debugging ou du fuzzing manuellement. Donc, quand on a une requête qui est reçue par Burp, on l'envoie dans le Repeater. À gauche, la requête, on peut la modifier comme on veut, changer le path, le get, les headers, les données du post, les variables, etc. On peut peser sur le bouton Send et on va se retrouver avec la réponse à droite. Cette réponse-là est gardée en mémoire. Donc, vous voyez les flèches gauche-droite à côté du bouton Send. Fait que si je fais 5-6 sends différents, je peux me promener dans le temps pour voir les requêtes qui ont été faites et les différences. Donc, c'est une bonne manière là, de faire les tests, c'est d'utiliser le repeater manuellement. Quand on trouve quelque chose, là, on peut peut-être l'envoyer à l'intruder ou inversement, si notre intruder a trouvé quelque chose, on l'envoie au repeater et on travaille manuellement pour trouver le détail plus avancé. Le séquenceur, c'est vraiment pour analyser les requêtes puis voir les tokens, voir s'ils sont très variés et s'il n'y aurait pas moyen que le token il y a une partie qui est généralement pareille puis qu'on pourrait spoofer. Donc, à partir de là, un session ID ou un cookie quelconque qui pourrait être pas vraiment random, que son entropie est faible, pourrait être détecté à partir de là. Je vous dirais que j'ai rarement utilisé ça parce que j'ai rarement vu des données qui sont générées par les applications autres que PHP ou Apache, Nginx, etc., les session ID génériques. Là. Mais quand vous en voyez un qui est différent, c'est très utile pour analyser le tout. Le décodeur, c'est une version, si je peux dire, un peu cheap pour décoder ou encoder des données. Donc ici, on voit là, que j'ai encodé en tant que base 64 le texte no cache qui donne ça ici.
Donc, dans vos applications, si vous avez du Base64 ou autre, vous pouvez utiliser ça rapidement pour décoder des choses, mais c'est quand même très de base. Ce qui est mieux, bien évidemment, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissez, c'est CyberChef où il y a des tonnes et des tonnes de manières d'encoder, de décoder des choses, puis on peut les empiler une par-dessus l'autre, les stacker, et ça permet vraiment d'aller plus loin. Donc, évidemment, je recommande l'utilisation de tout ça, mais celui de Burp est juste rapidement accessible quand vous travaillez dedans. Compower, c'est un diff qui permet de voir la différence entre deux requêtes. Donc, vous pouvez voir la différence entre deux requêtes, soit en byte ou en word, donc les mots. Et avec ça, bien, vous pouvez savoir, comme ici on le voit là en Word, bien, qu'est-ce qui est différent de ces deux requêtes-là. C'est assez évident, mais vous voyez ce qui est ajouté, modifié, supprimé, etc. Donc, très pratique pour trouver des bugs dans des sites web où la différence est très petite. Puis ça, je vais vous remontrer des petits trucs dans pas trop long. L'extender, c'est la partie avec les extensions, les plugins. Donc, vous pouvez créer soit vos plugins ou ajouter ceux-ci qui existent. Il y en a des tonnes sur GitHub ou sur le site de Burp Suite. À partir de là, ben, je n'ai pas fait une revue dans la présentation, mais je vous recommande fortement d'aller dans le BAP Store, dans l'onglet qui est là pour les essayer un après l'autre. Généralement, lui qui est très convoité sont les Beautiful.js pour bien voir le JavaScript, malgré que la dernière version de Burp a inclus le Beautiful.js, mais des fois, il est un petit peu là. Sinon, le Matrix, je ne me souviens plus exactement du nom, mais il y en a un qui c'est la matrice des droits d'accès. Donc, ça permet de tester plusieurs sessions ou de se rappeler des informations de plusieurs sessions dans une application en différentes, quand vous vous authentifiez avec différents utilisateurs. Puis à partir de là, bien, vous pouvez faire un bon test d'autorisation entre utilisateurs pour voir les privilèges escalation verticale ou horizontale. Pro versus communauté. Ben, dans le pro, le scanner est disponible, pas dans la communauté. C'est sûr que ça, c'est un gros point. Mais en même temps, le scanner va faire des tonnes de choses qui sont disponibles là, open source dans d'autres outils que vous pouvez trouver facilement soit dans Kali ou sur GitHub. La seule chose de plate vraiment dans la communauté, c'est le intruder qui est limité en vitesse. Donc, je pense que c'est une requête à la seconde. Si vous voulez en tester 100 000, ça va être très long. Mais si vous cherchez sur GitHub, évidemment, il y a certaines personnes qui ont refait ce plugin-là, qui ont refait cette feature-là en plugin. Et certains plugins dans le BAP Store sont pour les versions Pro-only, donc ils ont comme un flag dans l'application que si tu n'as pas la version Pro, le plugin ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est les principaux éléments. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais que c'est les principaux que je connais. Petite méthodologie, puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le YouTube. Comment utiliser Burp? L'affaire qu'il faut comprendre, puis il y a des présentations de Burp, je pense qu'une des meilleures que j'ai vues sur ça était au DerbyCon 3 ou 4 années, il y a 3 ou 4 ans. Burp a des tonnes et des tonnes de features qui ne sont pas documentées ou pas vraiment visibles. Ils sont peut-être documentés sur le site web si vous le lisez 100%, mais dans l'application, vous ne les verrez pas. Mais je vais vous en présenter quelques-unes que je crois intéressantes. La manière de fonctionner généralement, puis personnellement, c'est que l'intercept est toujours à off et on va se promener sur le site web pour recevoir les requêtes là, dans le HTTP History. Sauf que le HTTP History, par défaut, c'est les sites les moins récents en haut puis les sites les plus récents en bas. Là, vous devez toujours scroller, ce qui est un peu plate. Donc, je recommande forcément de cliquer à côté de host, là, le petit dièse, d'inverser l'affichage en descending sur l'ID pour voir les dernières requêtes par le haut. Et vous pouvez aussi, il y a moyen d'ajouter des colonnes pour mieux voir tout ce qui se passe. Ça, c'est quand on clique sur le bouton Filter juste au-dessus de Host. Mais vraiment, le moyen que j'utilise le plus, c'est d'utiliser le History en fonction de ne pas utiliser là, une requête interceptée à la fois parce que ça peut être énormément long. Mais dans le History, quand on a rajouté notre site web dans le scope, on va seulement voir nos éléments dans le scope.
Pour faire ça, quand on clique sur le bouton Filter, là, qui est juste au-dessus de Host, on va revoir ici, voulez-vous seulement garder les items in scope? Si tu dis oui, bien, tout ce qui est out of scope ne sera pas accumulé dans les données du projet, dans les logs. Donc, ça, c'est utile parce que si vous travaillez longtemps dans un projet Burp Suite, il peut devenir énormément gros en termes d'espace sur le web. Et ça va empêcher là, que tout ce qui est third-party requests sur des sites autres soit dans les logs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de filtrer l'historique pour voir comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment cliquer sur le bouton Filter. Puis personnellement, quand j'ai commencé à travailler avec Burp, ça m'a pris beaucoup de temps à savoir que ça, c'est un bouton et non pas du texte. Mais quand vous pesez dessus, vous allez voir la fenêtre qui est là, qui apparaît. Et vous pouvez cliquer sur Show Only in Scope Item après l'avoir acheté un item en scope. Puis pour ajouter un item en scope, il s'agit de cliquer right-click dessus, faire Add Scope. Donc, cliquez sur un des sites web qui vient d'apparaître. Puis vous pouvez aller dans Target Scope, puis ajuster le scope de la manière que vous voulez qu'il soit. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez montrer les fichiers de type que vous désirez. Si vous voulez des other binary, parce que vous browsez des sites avec des binaires, vous pouvez cliquer dessus. Si vous voulez seulement voir des extensions spécifiques, vous pouvez aussi le faire. Voir des commentaires, des parts, etc. Donc, vraiment utile pour ne pas voir des choses qui n'ont pas rapport dans votre analyse et pour que la recherche là, soit plus facile et rapide dans vos tests. Excusez. Donc, ça ici, après l'avoir fait, j'ai fait un exemple avec le Journal de Québec, mais si vous avez vu dans les slides d'avant, il y avait plein de sites avec des API. Si je reviens ici, il y avait API, plein de choses. Bien, après avoir filtré seulement journaldequebec.com dans le scope, il y a seulement le site qu'on teste dans notre scope et on ne voit rien d'autre. Donc, il n'y a pas de noise. Ce qui est intéressant aussi, c'est si vous right-cliquez sur chacune des lignes, vous pouvez faire un highlight avec les couleurs. Donc, vous pouvez vous trouver un code de couleur pour dire, bon, mais cet item-là est super intéressant, je le mets en rouge. Celle-là l'est peut-être moins ou c'est quelque chose que je dois vérifier plus tard. Trouvez-vous une manière de classifier vos données, de dire ça, c'est super critique, ça, c'est important, ça, je dois le valider plus tard, etc. Et il y a un champ commentaire à la droite, comme vous voyez. Vous pouvez double-cliquer dedans et inscrire vos propres commentaires. Ça ne paraît pas que vous pouvez cliquer, mais c'est vraiment un champ où vous pouvez écrire ce que j'ai mis là, comme le to-do puis looks interesting. Évidemment, les exemples que je montre sont totalement fausses et irréels. Donc, quand je disais de cliquer droit, bien, on le voit ici. Là. Quand je clique droit sur un site, je peux faire Add to Scope et toutes les autres options sont affichées là. Donc, le concept de Burp, c'est que chacun des modules, Intruder, Repeater, etc., qui sont dans les tables, sont des applications indépendantes, mais chaque requête part du proxy. Donc, dans la HTTP History ou dans le Intercept, quand vous faites un right-click, vous pouvez l'envoyer à Intruder, à Repeater, etc. Et quand vous avez la version Pro, ben là, il y a des engagement tools de plus qui permettent de créer, mettons, une attaque CSRF ou autre chose similaire à ça, qui sont intéressantes pour aller un peu plus vite. Évidemment, là, vous avez toutes les options pour supprimer les données, clearer les stories, copier les URL, sauvegarder le tout dans un fichier, etc. Donc, right-click est important. Et, by the way, il y a beaucoup de shortcuts dans Burp. Je ne les connais pas par cœur, mais comme le CTRL-R pour envoyer un repeater, là, la majorité des modules ont des shortcuts comme ça, puis vous pouvez travailler seulement avec le clavier si vous ne voulez pas faire le right-click. Une des features qui est très utile, puis beaucoup de monde même qui ont travaillé en pentest pendant des années ne savaient pas qu'il existait, qui est très drôle, c'est que vous pouvez renommer vos tables. Puis ça, c'est très pratique dans Intruder et dans Repeater, parce que vous allez vous retrouver avec des centaines et des centaines de tables qui ont des petits chiffres et à un moment donné que vous ne voyez plus rien. Puis quand c'est de 1 à 75, parce que vous avez testé 75 pages, bien, c'est dur de retrouver c'était quel le numéro qui était associé à une injection SQL ou autre. Donc là, vous pouvez double-cliquer sur la table, là où c'est marqué Open Resty Response
en haut. Et vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez, comme j'ai fait là. Donc là, c'est juste un exemple pour montrer ça comme ça. Et en bas à droite, là, ici, on a la response avec la nouvelle option, je vous disais, le pretty, qui montre le HTML, le JavaScript, etc. d'une belle manière pour que ce soit lisible. Mais en bas à droite de ça, vous avez du côté de la response le search. Puis là, si je mets OpenResty, vous voyez qu'OpenResty devient en jaune. C'est super pratique pour trouver des termes dans vos recherches ou quand vous avez, admettons, parce que ce search-là existe aussi là, dans la HTTP History et à peu près dans toutes les fenêtres. Donc, quand vous êtes dans HTTP History ou dans les résultats d'Intruder, etc., puis vous voulez chercher, mettons, le mot « erreur » qui apparaît dans la page ou un certain mot qui vous dit que c'est une vulnérabilité ou autre, bien, vous pouvez marquer « search » là, puis vous allez voir, mettons, nombre de matchs 1 ou 10, etc. Mais si vous cliquez sur la petite clé de configuration, vous avez « auto scroll to match » quand le texte when text change. Donc, si le texte est trouvé, bien, ça va vous focuser automatiquement sur le search qui a été trouvé, le mot-clé qui a été trouvé, au lieu de scroller dans la page pour savoir à quel endroit le mot que vous cherchiez a été trouvé. Ça, c'est super pratique pour scroller là, dans la HTTP History ou dans tous les résultats de Intruder, parce que si vous testez des centaines de milliers d'items, retrouver un mot dans une page de 65 000 bytes ou quelque chose comme ça, ça peut être très long. Là. Aussi, ce qui est très utile, puis je vais vous le remontrer aussi dans l'Intruder, c'est de regarder les réponses. La réponse en bas à droite, là, vous voyez le search, et à droite de ça, il y a la réponse time et la response size. Quand vous jouez dans le repeater, vous allez voir ça en bas à droite là, quand vous faites une requête. Des fois, une requête va retourner la même chose visuellement, mais il va y avoir un espace de plus à quelque part. Fait que là, vous allez voir le byte qui est différent de 1, même si la réponse est identique. Puis souvent, on va trouver des injections à cause de ça parce que l'erreur, le texte d'erreur, c'était un blank, un espace de 1 ou quelque chose comme ça. Ou si vous faites des injections SQL avec du temps, donc un sleep de 5 secondes, qui fonctionne, puis que la requête suivante ne fonctionne pas, bien, il y en a un qui va être quelques millisecondes, puis l'autre va être de 5 secondes. Donc, vous pouvez voir le résultat vraiment comme ça. Donc, en termes de processus de haut niveau, c'est une des manières que je fonctionne, c'est la suivante. Comme je vous disais, utilisez le proxy history. Vous commentez, highlightez en couleur tout ce qui est important. Ensuite, vous envoyez à Repeater ou à Intruder tout ce que vous croyez qui est important pour analyser plus, jusqu'à temps que vous trouvez quelque chose d'intéressant. Puis quand on parle de quelque chose d'intéressant, puis on pourra en reparler un peu après, c'est tout ce qui est une erreur, des différences dans comme je viens de dire, dans la longueur de texte, dans le temps, dans le délai, dans les données, s'il y a un redirect qui est effectué, s'il y a un header qui est différent, etc. Tout ce qui n'est pas normal à l'application, vous le flaguez comme quelque chose que vous voulez analyser dans Repeater ou de chercher plus loin avec l'Intruder pour tester et fuzzer plus encore. Ensuite, comme je dis, on envoie dans l'Intruder pour faire des tests automatisés plus rapides. Et on recommence au numéro 3 jusqu'à temps qu'on ait terminé toutes nos pages web. Dans Burp, il existe une tonne d'options qui sont un petit peu cachées. Donc, si vous allez dans le Proxy Option, vous allez trouver beaucoup d'options pour faire des actions automatisées. Donc là, dans les Response Modification, vous pouvez convertir tous les HTTPS vers des HTTP pour voir s'il n'y aurait pas des sites web qui fonctionnent à HTTP par en arrière. Vous pouvez enlever les secure flags des cookies automatiques, enlever le JavaScript, les objets, etc. Donc, sans avoir à automatiser, créer des scripts et autres, les options sont déjà là. Ensuite de ça, il y a le Match and Replace. Vous pouvez aller dire, si tu trouves ça dans le header, enlève-le, modifie-le par ça, etc. Souvent, c'est intéressant parce que certains sites web vont avoir de la logique un petit peu insécure qui va dire, bon, mais si le header is admin est égal à true, ben, tu deviens admin, exemple bidon.
Mais vous pouvez automatiser ça, qu'à chaque requête, à chaque fois qu'il voit header tel nom, ben, qu'il remplace par isAdmin est égal à true. C'est un exemple bidon, mais en même temps que j'ai déjà vu là, live sur des gros sites web. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que il y a moyen de faire des macros et de l'automatisation beaucoup plus avancés directement dans Burp. Puis le cas le plus discuté généralement, c'est les CSRF. Le CSRF pour Cross-Site Request Forgery, c'est quand une page web vous donne un ID qui dit, ben, pour soumettre le formulaire suivant, tu dois me redonner l'ID que je viens de te donner en loadant la page. Mais de manière automatisée, ben, c'est dur de deviner c'est quoi le ID. Donc, dans Burp, puisqu'on intercepte une requête à la fois, ce n'est pas possible de savoir c'était quoi la valeur de la requête suivante pour ensuite l'utiliser dans la requête pour faire, mettons, une authentification, changer le mot de passe ou autre. Donc, quand on va dans Project Option Session, puis là, c'est ça qui est un peu bizarre de Burp, c'est qu'il y a des options cachées très loin dans les Project Options. Il y a des Session Handling Rules qu'on peut créer. Fait que là, on fait Add sur Session Handling Rules. Là, vous allez voir la deuxième page, Window, Session Handling Rules. On peut faire Add, et dans cette Add-là, on va faire créer une macro. Là, vous allez voir Session Handling Action Editor. Et là, vous pouvez créer une macro qui va aller sélectionner le texte, l'endroit spécifique dans le HTML, où ce que le Session ID est. Et à partir de là, vous lui dites de réutiliser ou d'injecter cette valeur-là, soit dans un header, dans une variable quelconque, pour que le Session ID soit fait comme si vous browsez via un browser normal. C'est pour ça qu'au début, je disais que Burp n'est plus ou moins adapté au nouveau web, parce que ces choses-là ne sont pas implicites là, sans avoir 4-5 pages d'automatisation de clics pour créer la règle. Donc, on ne fera pas l'exemple direct comme ça parce que c'est un petit peu long, mais je vous ai quand même donné les liens dans la présentation, puis je vous le copie aussi dans le YouTube. Où ce que tu as deux exemples qui sont montrés avec l'ancienne version de Burp, mais c'est 99% pareil. Et la deuxième, ce qui est le fun, c'est que c'est chain avec SQL Map. Donc, vous pouvez prendre les résultats des logs de Burp et les envoyer vers SQL Map avec le Session Token. Donc, dans le fond, Burp va analyser, prendre le Session ID, le token ID, excusez, et l'envoyer dans les logs au bon endroit. Puis SQL Map va pouvoir faire ses injections tout en bypassant le CSRF token. Finalement, tout ce qui est brute forcing, puis là, quand on parle de brute force, de fuzzing, etc., ça se passe dans Intruder. Donc, dans Intruder, si vous envoyez un item vers Intruder, vous allez voir un tab qui dit Payload. Dans Payload, vous allez pouvoir sélectionner des items. Je vais vous montrer ça live après. Et ensuite, vous pouvez inscrire des payloads. Puis là, ben, j'ai mis 2 payloads, là, bien bidons, 2 textes, pour vous expliquer les modes d'attaque du Intruder. Donc là, on a 2 payloads ASD QWE qui vont être utilisés pour les deux prochaines attaques. Fait que dans votre Intruder, vous avez le Sniper Mode qui, lui, va utiliser un single set of payload. Donc, le single set of payload, c'est comme je viens de dire, c'est les 2 textes qui sont ici dans le payload. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chacun de ces payloads-là et de les envoyer dans les requêtes, dans les injection points. Et le total du nombre de requêtes va être le produit du nombre des positions fois le nombre de payloads. Donc, on voit ici qu'avec 2 payloads, ça va générer 4 requêtes dans une attaque. Donc, 2 fois 2. Le Battering Ram, lui, c'est encore une fois un single set, donc les 2 items qu'on a mis dans nos payloads, et qui va itérer chaque payload et les placer dans tous les champs définis à ça. Donc, ça va être seulement le nombre de payloads. Donc, ici, si j'avais 5 items que je veux injecter mon payload dedans,
ben, il va l'avoir fait seulement une fois la valeur chaque. Donc, il va remplacer ASD 5 fois dans le payload. Ensuite, les deux autres types d'attaques permettent d'avoir un payload par injection point. Puis je vais revenir aux injection points ensuite. Donc, quand on voit payload 7 en haut de la page, si on clique sur le 2, on va voir le nombre d'injection points qu'on a. Donc, si j'ai sélectionné deux variables, mettons que dans ma page web, là, j'ai index.php, point d'interrogation, variable 1 est égal à 1, variable 2 est égal à 2. Donc, je sélectionne mes payloads injection point 1 et 2. Donc, lui, il va dire que le payload set1 va être relié à la variable 1, puis le payload set2 va être relié à la variable 2. Et là, dans le set 1 et 2, le 1 va être associé à mon previous payload, là, le ASD QWE, puis mon payload 2, j'ai mis des chiffres. Fait que quand on va tomber dans le mode Pitchfork Mode, on va voir que ça utilisait multiple payload set parce que tu peux lui associer un payload par item d'injection. Donc là, quand on fait l'attaque, on va se retrouver que celle-là va injecter toutes les valeurs directement dans toutes les payloads à la fois. Donc, vu que j'en avais juste deux, excusez, je les vois ici comme ça. Donc, le payload 1 et le payload 2 sont visibles. Ça fait seulement deux requêtes parce qu'il va lister tous les payloads différents à chacun des injection points. Donc, le ASD est associé à 1, 2, 3, le QWE à 5, 6, 7. Versus le cluster bomb, que lui va les associer à tous. Donc, on va voir ici que ASD a été testé avec 1, 2, 3 et avec 5, 6, 7. Donc, il va tester tous les paramètres possibles avec tous les payloads possibles, du 1 et du 2. Donc, ça peut faire là, des centaines et des centaines de payloads possibles en termes d'attaque pour faire du fuzzing. C'est un petit peu complexe, mais c'est très simple à comprendre quand on le teste en live. Et je vais vous revenir dans à peu près 5 minutes avec la petite démo là, pour vous le montrer live. Puis finalement, une mini intro, puis ça, je vous suggère, si ça vous intéresse, là, vraiment d'aller lire la documentation de Burp. Ils ont vraiment une documentation d'API complète, de librairie, etc. Donc, pour faire des plugins, en gros, ça c'est un plugin que j'ai fait, mais ce que ça demande de faire, puis ça, je l'ai fait en Python, qui, lui, utilise Jython, qui transfère le Python en Java. Parce que je n'aime pas trop programmer en Java. Mais en gros, vous importez une librairie de Burp qui permet d'appeler des classes pour étendre le file extender. Et on va mettre notre code dans le callback qui est là. À partir de ça, on reçoit tous les callbacks, les helpers et autres de Burp. Et ça permet d'appeler les extensions, les modules à l'intérieur, d'aller chercher les données dans toutes les intruders, dans le proxy, les stories, etc. Ce qui est le fun puis ça c'est le module que moi j'avais construit il y a quelques années, mais c'est le process HTTP message, c'est que chaque requête qui est processée par Burp va passer par la fonction qui est là, puis vous pouvez la définir comme vous voulez. Et on reçoit à partir de là, la requête, le message is request. Si c'est une requête, on peut procéder ça. Ou is a response, si ce n'est pas une requête. Et la message info, qui est la donnée complète de la requête. Donc, à partir de là, on peut créer un plugin qui analyse la requête ou la réponse et effectuer une action dessus, peu importe qu'est-ce qu'elle est, là, comme idée que vous avez. Donc, comme je dis, si la requête est une requête et si le flag n'est pas le tool extender, on fait le code suivant. Là, ce qui est drôle de ça, c'est que le tool extender, dans le fond, c'est le module d'extension, mais vous pourriez dire tool intruder ou repeater. Ça, ce check-là est important parce que si vous n'analysez pas que vous êtes vous-même, chaque requête que ton plugin fait va être réanalysé par ton propre plugin. Donc, c'est une belle petite loop à l'infini. Super intéressant, mais évidemment, là, c'est une intro extrêmement rapide sur ça.
Donc, on peut faire des nouvelles requêtes, analyser les ports, analyser sur quel protocole le tout est, et on peut effectuer une requête sur ça. Donc, MiniCTF qui est ici, je vais ouvrir ça en même temps. Donnez-moi une petite seconde. Parfait. Je vais juste aller enlever un fichier pour que vous puissiez y accéder. Excellent. Donc, si vous allez sur la page web, vous allez voir les levels là, 1, 2, 3, 4, 5 pour y accéder. Donc, super intéressant. Puis, ce qui va être possible de faire, c'est que dans chacun des levels, c'est pour utiliser soit le repeater ou le intruder pour montrer ce que j'ai fait récemment. Donc, celle-là, dans le level 1, ça va dire wrong username. Donc, le but est de trouver un username là, qui existe. Donc, là, vous voyez que j'ai mis admin et n'importe quoi, puis ça me dit le password est mauvais. Donc, vous pouvez utiliser intruder pour aller guesser le mot de passe. Là, je vais changer mon écran pour aller sur Burp. Ce ne sera pas très long. Burp Suite. There you go. OK. Donc, dans Burp, Intruder, ce que je vous parlais tantôt des payloads, c'est ça ici. Donc, vous allez pouvoir voir, vous pouvez sélectionner une variable, faire add pour ajouter un injection point. Et c'est ces variables-là qui vont avoir le payload associé. Donc, quand je vais en sniper mode, si j'ai deux variables, il va mettre ces variables-là à chaque endroit et il va afficher finalement là, toutes les attaques possibles. Donc, le 3 x 2 va se faire. Puis là, à chaque fois, on peut voir la réponse associée à ça. Je vais sharer mon écran complet parce que je pense que Burp n'est pas partagé comme il faut. Main screen. Excellent. Donc, à partir de ça ici, donc quand je sélectionne ça, quand je fais Start Attack, il va me dire que tu es en communauté, ça ne va pas très vite, et les 6 requêtes vont être exécutées. Donc, vraiment, on peut sélectionner ça ici, le faire un clear. Si c'était une variable est égale à 1, je pourrais sélectionner seulement la variable à 1. Et quand je ferai l'attaque, ça va le faire seulement sur les deux variables que j'ai choisies. Ce qui est utile à comprendre et vraiment intéressant, c'est le fait que quand on va fuzzer, il faut regarder les résultats. Donc, soit le statut, mais soit la longueur aussi. C'est là qu'on va trouver des choses qui sont intéressantes. Si on va dans ici, un petit peu, si je vais sur Seclist, qui est fait là, sur GitHub par Daniel Missler, on a une catégorie de fuzzing pour le web avec plein de données. Soit SQL, les polyglottes qui sont plusieurs dans un, XSS, etc. Si on en prend un là, rapide, générique SQL, je pourrais copier ça, aller dans mon burp et dire, on va aller ici, aller dans mon payload et paster le tout. Donc, je vais avoir 22 requêtes qui vont être effectuées. Je pourrais remover ces deux-là. Et quand je fais l'attaque, ça va être ça qui va être fait. Là, ce qui est utile, c'est que s'il y a une injection SQL qui fonctionnerait, logiquement, à un moment donné, ce ne serait pas un 404 et la grandeur du résultat, le 16, serait différent. Donc, souvent, le concept, c'est d'établir qu'est-ce qui est la réponse normale et la réponse pas normale. Donc, quand je vais sur un site web, si je retourne ici, quand je vais sur le site web et que je fais la requête, est-ce que, on va le faire comme il faut. Submit, ne pas enregistrer ça. Donc, dans mon historique,
Ah oui, là, il n'est pas dans mon scope. Hein. Fait que là, vous voyez qu'il faut aller l'ajouter dans l'history. On va le refaire. Donc, ici, est-ce que c'est dans le scope? Là, on peut modifier les valeurs. On peut faire right-click pour aller dans le repeater. Je peux modifier le mot de passe. Là, on voit que c'est le wrong username. Si je mets l'admin, on voit que c'est le wrong password. Donc là, il faut trouver le mot de passe ici. Puis, by the way, le mot de passe est super simple. Là. Vous n'êtes pas obligé de forcer ça pendant des millions d'années. Là, on va envoyer ça dans le intruder. Puis là, par défaut, lui, il va vous sélectionner déjà le admin puis le password parce qu'il détecte les variables assez facilement. Donc, ça va pour nous. On va le faire en sniper ou on pourrait le faire aussi en pitchfork pour dire, bon, ben, mon username 1, c'est ma liste 1. Puis là, je veux essayer les mots de passe différents. Donc, comme ça, admin, pat. Puis dans la liste 2, c'est les mots de passe. Donc, admin, Bob, si je ne me souviens plus du mot de passe. Mais quand on va le faire, on va exécuter l'attaque. Et là, on va voir qu'il y a des différences dans les grandeurs. On voit que admin, ce n'est pas le même résultat. Donc, quand on va aller voir admin ici, hey, j'ai trouvé le mot de passe qui était QWERTY admin. On voit que c'est comme ça qu'on le fait. La réponse de base, par exemple, ça dit wrong password et tout le reste dit wrong username. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va faire les différences puis qu'on va voir comment analyser notre résultat dans Burp. Là, évidemment, c'est quelque chose de très simple, mais c'est comme ça qu'on va faire. Là, vous pouvez faire le level 2 qui va vous montrer une réflexion. Donc, si je marque quelque chose, il se reflète là. Ça veut dire que c'est un XSS quelconque. Donc, on pourrait mettre une balise HTML. Ah, là, c'est devenu en gras et ça se répète 2 fois. Fait que là, vous avez moyen de faire un XSS. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'aller dans le checklist encore une fois. Dans notre fuzzing, on va aller dans les XSS. Puis, je suis sûr que peu importe lequel qu'on va prendre, ça va fonctionner assez rapidement. Donc, quand on va aller dans notre burp ici, dans nos payloads, si on retourne en mode sniper, on clear, on copie ça, on exécute. Oh, attends un petit peu, mon payload ne doit pas être bon. Non, je ne suis pas dans le bon, évidemment. Attends un petit peu. C'est celle-là ici qu'on veut faire. Le payload, c'est le bon. On paste ça comme il faut. On restart. Donc là, on voit qu'il y en a qui sont différents, qui exécutent. Et qu'il y a du code qui est ajouté, des choses qui sont bizarres ici, un lien web, etc. Donc, si on veut voir le résultat de cette page-là, de cette requête-là, on peut faire right-click, request in browser avec la session originale, on copie l'URL qu'il nous donne et on le met dans notre proxy. Puis, il va se rediriger automatiquement vers là. Donc, tout ce qui est généré par intruder, repeater, etc., vous pouvez aller le copier directement là, dans le site web, ce qui fait que c'est super pratique. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Ensuite, on va avoir un level 3, où tu as un fichier 1 et un fichier 2 avec des variables là, user 2, variable 2, user 1, variable 1. Donc, ça, c'est fait pour tester votre module ici. Oups. Le pitchfork ou le cluster bomb pour aller trouver une valeur qui, vous voyez, là, le 1 et le 1, ben, vous pouvez dire, mettons, le 2 et le 2, le 3 et le 3, etc. Si vous vous amusez un peu comme ça, ben là, vous voyez que le file doesn't exist. Puis quand vous allez aller tomber sur un certain chiffre, vous allez trouver le bon. Ce n'est pas vraiment du hacking, mais ça vous permet de faire tester votre logiciel. Le level 4, bizarrement, ben, ça vous dit ça ici. Donc, il y a peut-être un URL. Puis là, c'est bizarre, il y a comme une image qui apparaît, mais qui ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez aller tester ça, mais dans votre repeater. Pour le level 4,
Parce que quand vous allez faire l'action, ici, avec, mettons, ça.jpeg, qui n'existe pas, vous allez voir qu'est-ce que le résultat vous donne. Qui est totalement pas la même chose que la page noire ici. Ça, c'est une page noire. Ça indique que c'est une image. Mais ici, vous voyez que le content type est une image, mais qu'il y a du HTML en dessous qui dit qu'il y a un config file là quelque part. Donc, vous pouvez faire une attaque quelconque ici que je vous laisse jouer avec. Et finalement, le level 5 est un HTML qui est de créer un compte quelconque. Et là, ça dit que le user 123 est déjà enregistré. 123 étant le courriel. Donc, si on retourne dans notre proxy, on voit qu'il y a une requête post qui a été faite à process. Donc, on peut aller dans le repeater avec et on voit que c'est du XML. Donc, tantôt, on a parlé d'injection XML. Donc, vous pouvez peut-être essayer d'avoir une injection quelconque sur cette machine-là. Puis, vous pouvez peut-être même devenir admin total de la machine avec ça, ce qui pourrait être intéressant. Donc, gênez-vous pas, vous asseyez là-dessus. Je vais laisser les challenges ouverts pour au moins 24 heures. Je vais fermer ça demain soir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le YouTube. Je regarde ça présentement. Et merci encore d'avoir été là. J'espère que ça a couvert les bases de Burp et vous pourrez faire du petit hacking web plus facilement. Merci tout le monde.